Voilà. Donc, on était en train de décortiquer notre projet Laravel. On parlait de migration qui sont des schémas de tables. C'est pas des tables, mais c'est des schémas de tables qui permettent de générer des tables, les migrations. Et elles ont une importance capitale. On verra pourquoi il faut les utiliser. Nous avons des seeders. C'est un mécanisme qui a été mis en Laravel, dans d'autres frameworks aussi. Ça permet de générer des données initiales dans un système. Dans un système, par exemple, lorsque vous instanciez un nouveau serveur, un nouveau système, vous avez besoin d'avoir au moins un utilisateur par défaut. Si un système demande à ce que quelqu'un se connecte pour faire des opérations, entre-temps, pour faire une opération, il faut se connecter. Mais entre-temps, il n'y a pas d'utilisateur. Comment vous allez faire? Donc, il faut générer hein, techniquement un utilisateur et vous utilisez cet utilisateur maintenant pour créer d'autres utilisateurs. C'est des seeders. On verra comment on les utilise aussi ici. Donc, nous avons les dossiers publics. Ces dossiers publics, c'est les dossiers qui contiennent des directives web. Le fichier htaccess que vous voyez ici, ne vous occupez même pas de ça. On n'aura pas à les toucher. Et si ça pose un problème, on va aller chercher celui qui est bon, mais on va pas les toucher. Il permet tout simplement de dire au serveur web qu'est-ce qu'il doit prendre en compte, qu'est-ce qu'il ne doit pas prendre en compte. Ça, c'est beaucoup plus pour Apache 2. Alors, le fichier index aussi, on va pas les toucher. Robot TXT, faut même pas vous occuper de ça. Mais on va juste préciser que dans ces fichiers, dans ces dossiers publics, si on a par exemple besoin d'intégrer un template, c'est-à-dire que un projet HTML qui existe, les ressources de ces projets-là, quand je parle des ressources, je fais allusion aux ressources JavaScript, des images, le CSS, les vidéos, quand on en a, c'est ici qu'on va le placer. Alors, on avait déjà parlé des resources. Ici, nous avons views, mais c'est à l'intérieur de ces dossiers aussi, souvent qu'on trouve le fichier des langues. On verra quand on va faire, par exemple, install langue, parce que dans Laravel, on a la possibilité de faire un projet sur plusieurs langues. Donc, c'est un projet qui peut tourner en anglais, en français, mais c'est des traductions. Vous avez des fichiers de traduction, vous traduisez et puis ils prend ça en compte. Vous avez un dossier ici qui s'appelle route. Ce dossier est très important parce que c'est celui qui vous permet de retrouver des fichiers comme web.php et api.php. Web.php, c'est les fichiers des routes qui permettent de définir le lien d'accès à notre application. Quand vous faites par exemple, je sais pas moi, cousp.cg/administration/personnel, le lien là, l'accessibilité là, c'est défini dans nos fichiers web. Donc le route, en réalité, c'est pour dire quand tu tapes tel chemin, il va te router vers tel contrôleur, vers telle vue pour t'afficher l'information. Voilà pourquoi on appelle ça route, tout simplement. Mais sinon, c'est des liens. C'est ici qu'on définit les liens pour accéder à une ressource. Nous avons aussi le fichier API. C'est lorsque nous allons mettre en place une API consommable en Vue.js ou une API consommable en Vue.js ou en Flutter. Et là, vous aurez besoin de définir vos routes pour les API ici. Une autre chose que vous devez faire, c'est les dossiers storage. Les dossiers storage, c'est les dossiers qui va contenir un ensemble de stockage. Par exemple, certains fichiers comme les images, quand vous uploadez, ça peut se stocker dans le fichier storage. Mais le fichier storage a aussi une autre importance qui est la gestion de fichiers log. C'est-à-dire que quand vous voulez faire ce qu'on appelle la journalisation dans votre système, vous voulez écrire des fichiers log, c'est ici que vous aurez vos fichiers log. Et vous avez aussi un fichier important, vous n'aurez pas à les toucher, mais il est important, c'est un fichier framework, des dossiers framework. À l'intérieur, dans ces dossiers, vous avez par exemple un dossier qui s'appelle views. Ce dossier ici va contenir toute le vue que vous avez créé en Blade, mais transformé en PHP. Tout ce que vous écrivez en Blade. Blade, c'est le moteur de template de Laravel. Chaque framework a un moteur de template. Bon, au moins pour Symfony, c'est Twig. Ouais, c'est Twig, Symfony. Laravel, c'est Blade. Et quand tu prends Spring, par exemple, c'est Mustache ou Teamleaf. Je sais pas si vous connaissez. C'est des moteurs de template. Donc, lui, quand vous écrivez des choses, par exemple des arrobas, if et autres, lui traduit ça dans le langage que PHP comprend. Ça se trouve dans Vue.
On va le voir même tout à l'heure. Donc, vous avez des dossiers testing, sessions, cache. Ça, c'est les dossiers qui va gérer les caches de votre système. Et voilà. Tout ça là, c'est pas maintenant qu'on va toucher. Il y a un dossier très important. Quand il manque dans un projet Laravel, votre projet va pas fonctionner. C'est le dossier vendor. Il est là. Ces dossiers, c'est le cœur même de votre framework. Tout est dedans. Laravel lui-même se trouve dans ce dossier-là. Vendor. Toutes les restes de librairies, par exemple Gazo, HTTP, tout ça, ça se trouve dans Vendor. Ici, tout ce que vous tirez des composeurs, quand vous tapez composer require ou quoi que ce soit, il viendra mettre ça dans ces dossiers Vendor. Et dans les dossiers Vendor, par exemple, quand vous descendez, vous avez Doctrine, par exemple, qui est une couche de Symfony sur laquelle certaines librairies de Laravel se basent. Et quand vous descendez, vous avez Laravel lui-même est là. Vous voyez que Laravel, c'est juste un outil qui appelle d'autres outils ou une librairie qui appelle d'autres librairies pour être complet. Sinon, lui-même, il va pas marcher. Et dans Laravel, nous avons les frameworks, nous avons Sail, Sanctum, tout ça, c'est des packages qu'on trouve dans Laravel. Tinker, par exemple. Voilà. Mais, c'est pour vous rappeler que ces dossiers, on va même pas les toucher. Au contraire, on peut le supprimer. Par erreur, si vous l'avez supprimé, vous pouvez les régénérer en faisant juste composer install. On va pas le faire maintenant, mais avec les temps, on va le faire. Ou quand vous voyez qu'il y a trop de conflits dans votre composeur, vous pouvez supprimer un fichier qui s'appelle composer lock. Vous le supprimez et vous supprimez le fichier la composer lock. Vous supprimez le dossier vendor et puis vous faites encore composer install. Il va vous créer le dossier vendor. Il va vous pull toutes les ressources qui viennent de packages.org et puis il va vous recréer les fichiers composer.lock. Jusque-là, c'est bon, non? Alors, en matière de dossier, nous avons les dossiers qu'on va toucher principalement, parce qu'il faut être pragmatique. Les dossiers qu'on va toucher principalement pendant qu'on travaille sont là. C'est les dossiers database. On va toucher les dossiers APP, principalement les dossiers HTTP et le dossier modèle. On va toucher dans les configs, on va pas vraiment les toucher, quelques configs seulement. Mais les dossiers là, on va même pas les toucher Bootstrap. On va pas les toucher. Et quand Bootstrap ici, c'est pas les Bootstrap des CSS que les gens connaissent là. Bootstrap, c'est juste un mot anglais qui signifie tout simplement auto-run. C'est quelque chose qui se démarre automatiquement. C'est ça. Donc, il y a les dossiers routes qu'on va beaucoup toucher et les dossiers storage, on les touchera que pour vérifier certaines informations comme le logout, le vendor. Parmi les fichiers, nous avons un fichier qui s'appelle .env. C'est le fichier d'environnement. Il permet de configurer l'accès à la base de données, l'accès à des ressources. Et on va voir comment est-ce qu'on va travailler avec ces fichiers-là. Alors, nous avons un fichier env.exemple. En fait, normalement, quand vous créez un projet Laravel, vous envoyez les données sur GitHub. Les fichiers env souvent ne partent pas dans les dossiers sur le Git. Pourquoi? Parce que vous avez un fichier qui s'appelle gitignore. C'est le Git qui va ignorer les directives. Vous voyez ici à l'intérieur dans gitignore, quand vous allez envoyer votre projet sur GitHub, tous ces dossiers-là vont pas aller. Vous avez env backup, env production, tout ça, ça ne va pas sur le quoi? Sur le GitHub. Parce que c'est des fichiers très importants. C'est l'accès à vos bases de données. Si ça passe sur GitHub et que votre GitHub, par exemple, c'est un repositoire public, ça veut dire que tout le monde peut accéder à votre GitHub et avoir accès à ces données-là. C'est très dangereux. Donc, il faut laisser ça comme ça. Vous avez un fichier artisan qu'on va pas toucher aussi. Il va nous permettre c'est lui qui permet de créer ça nous permet d'avoir des commandes comme PHP Alison, je sais pas moi, make, voilà. Donc, on va les voir. Et puis tout le reste, on n'a pas besoin de toucher à ça, ça sert à rien parce que ça existe là parce que par exemple, vous voyez dans le dossier fichier gitignore, vous avez un dossier qui s'appelle Node Modules. Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent avec les ressources CSS3 qui se retrouvent dans Resources. Vous avez les CSS ici et les JavaScript. Quand vous travaillez ici, vous devez faire la compilation et quand vous compilez, il va aller de l'autre côté. Si vous appelez par exemple des choses comme les librairies qui se trouvent sur Node.js, sur le serveur Node, des librairies JavaScript, il va créer un dossier Node module. Parce qu'en fait, par exemple, npm install, il va mettre un dossier Node module dedans. Vous pouvez même inclure votre Vue.js là, vous pouvez inclure ça ici.
Et c'est en incluant ça ici que vous pouvez utiliser les dossiers Node.js. Donc, on n'a pas besoin de ça tout de suite. Bref, est-ce que on a un aperçu de l'architecture ou la structure du projet Laravel? Très brièvement, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le contrôleur dans Laravel? On discute avec la salle. Vas-y, boss. Mhm, mhm. Très bien. Ça, c'est déjà bon. Euh, un morceau de manioc à la fin. Ouais. J'ai parlé de plus. Dans resources. Oui, on va beaucoup utiliser ça. Il fallait que je précise ça. On va beaucoup utiliser ces dossiers resources à l'intérieur, il y a view. Donc, on va beaucoup utiliser ça, les gars. Donc, voilà, c'était pour faire plaisir à vos potos. Voilà. N'oublie pas que je la rentre dans la vidéo, hein. C'est tout. Bon, très rapidement, on essaye juste d'échanger avec la salle pour se rassurer que ça rentre bien. Est-ce que vous avez vu un dossier middleware? Ça se trouve où? Les dossiers middleware, intergiciels. On a parlé des middleware ici. Vous avez vu où ça se trouve? HTTP, HTTP middleware. Très bien. Et les modèles, on les trouve où? Très bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, juste au cas où, puisque vous apprenez la Laravel, vous serez en mesure de travailler sur des anciennes versions et une nouvelle version. Quand vous tombez sur un projet ancien qui est sur Laravel 5.3 ou 5.4, vous allez trouver que les dossiers modèles n'existaient pas à l'époque. C'est en 2013, 2015, les dossiers modèles n'existaient pas. Donc, le modèle s'est trouvé à la racine des APP. Donc, si vous entrez dans un projet Laravel, vous voyez que c'est la structure Laravel, mais vous cherchez les dossiers modèles, vous ne trouvez pas. C'est que c'est un ancien projet de Laravel 5. Et pour savoir c'est quelle version, vous pouvez venir ici dans composer.json. À l'intérieur, euh, quand vous faites ça, vous avez la version de Laravel que vous utilisez. Vous pouvez voir ça ici, attendez. Laravel 10.10. Donc, vous pouvez voir si cette version de Laravel que la personne vous a soumise est 5 points et quelques. C'est ça qui va vous faire comprendre que les dossiers modèles n'existaient pas. Donc, le modèle s'est retrouvé à la racine du dossier APP. Très bien. Donc, je pense que pour l'architecture MVC, modèle, contrôleur, vue, on a couvert. Donc, c'est ça, en fait, la structure de Laravel. Il n'y a pas quelque chose d'autre à ajouter. C'est comme des mots-clés. Quand on dit composer, create project, tu ne peux pas changer ça. Ça va rester comme ça pendant jusqu'à ce que eux-mêmes ils vont décider de changer. Nous, si on va changer. Donc, jusque-là, on ne réinvente aucune roue. On ne fait qu'utiliser ce qu'ils ont déjà mis en place pour nous. Alors, si tout va bien, on a tous installé notre projet. Laravel, quand il s'installe, il a un système de chiffrement, en fait, pour chiffrer certaines informations. C'est pas tous les projets qui sont comme ça. Lui, il prévoit de chiffrer certaines informations au niveau du système, comme par exemple, si vous voulez chiffrer un mot de passe, vous voulez chiffrer un numéro de téléphone, c'est par défaut comme ça dedans, dans Laravel. Et il prévoit dans le fichier env, environnement. Ce fichier env contient les variables qu'on peut appeler des constantes, qu'on peut accéder, auxquelles on peut accéder. Et à l'intérieur, on a par exemple app name, qui signifie application name, donc le nom de notre application. App-env, ça dit local, pour dire que l'environnement, on est dans l'environnement local. Et il y aura des choses qui, par exemple, si vous voulez passer en production, vous pouvez écrire production. Comme ça, le système comprend que là, on est en production. Il y a certaines ça permet de dire, par exemple, que si vous êtes en production, il y a certaines commandes comme PHP, Addison, je sais pas moi quoi, ça va pas fonctionner parce qu'il va vous poser la question, vous êtes en production. Ce que vous faites là pourrait avoir des conséquences. Donc là, nous sommes en local parce que nous sommes encore en train de travailler localement. Mais dès qu'on a fini notre projet, on l'a testé et tout va bien, on veut le balancer en production. Dès qu'on balance, même en production, c'est sur un serveur V, on le balance là-bas, on teste. Si tout va bien, on vient, on change de local à production. Comme ça, notre application en production.
Nous avons AppKey qui signifie tout simplement la clé utilisée dans Laravel. Alors Laravel utilise un chiffrement basé sur c'est un chiffrement symétrique, pas symétrique, un chiffrement symétrique qui utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer. Et c'est la clé là qu'on va utiliser beaucoup pour chiffrer. C'est une clé basée sur 564 bits. On peut modifier la clé. Et puis il faut savoir, quand vous modifiez la clé, ça risque de faire que quelque chose que tu avais chiffré avec cette clé-là, quand tu as modifié la clé, tu ne pourras pas déchiffrer cette information. Il va falloir reprendre l'ancienne clé. Donc, si vous vous en souvenez. Voilà. Donc, c'est, et pour changer la clé, par exemple, regardez ce que je vais faire. Là, j'ai encore rien fait. Regardez seulement, j'ai fait ça. Je vais faire PHP Addison key, deux points, generate, et puis je vais générer ma clé basée sur l'algorithme ANSI. Donc, PHP Addison key, deux points, generate. Regardez la clé. Quand je vais cliquer sur ça, ça va changer. Ça a changé. Et c'est comme ça que tu génères la clé automatiquement. PHP Addison key, deux points, generate, slash, slash, anti, et puis il génère la clé. Et vous voyez, il fait toujours base 64, et puis il met ce qui. Donc voilà. Faut retenir ça, et on ne viendra pas de temps en temps changer cette clé-là, genre pour s'amuser. C'est pas le cas. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de constants ici, hein. Nous avons par exemple la partie pour se connecter à la base de données, elle est là. Mais si par exemple on avait instancié Laravel 11, toute cette partie serait en commentaire. Vous allez trouver ça, ça va être comme ça. Et ici, au lieu de MySQL, ça serait SQLite, base de données légère. Mais nous, comme on est en Laravel 10, on passe directement sur MySQL. Et MySQL, comme c'est un système à part, donc il faut savoir on va se connecter à quel serveur d'abord, parce que MySQL s'installe dans une machine ou dans un serveur. Il faut avoir l'adresse IP de la machine. Il faut avoir le port pour accéder à MySQL sur cette machine. Et c'est quoi le nom de la base de données qu'on veut utiliser? C'est quoi l'utilisateur? Ça veut dire que le nom d'utilisateur et les mots de passe. Ça là, ne vous occupez même pas de ça maintenant. Par exemple, vous avez Broadcast Driver. Ça, c'est pour la diffusion. Les gens qui font les applications basées sur les sockets, vous savez, les gens qui consomment les sockets, bref, les trucs que tu écris, il est en train d'écrire. Ouais, sur WhatsApp, quand quelqu'un t'écrit, tu n'as pas encore vu le message, mais on t'écrit, X est en train d'écrire. C'est, en fait, c'est une connexion basée sur le socket. On va pas toucher à ça, on va pas faire le socket ici, à moins que Monsieur Gakono me dise que dans votre formation sur Flutter ou sur Vue.js, vous allez consommer des sockets, mais je ne pense pas. Alors, quel est le pilote du cache? C'est-à-dire que si on veut avoir des données en cache au niveau de notre système. Le cache, c'est quoi? C'est un mécanisme, un mécanisme, une technologie qui permet que lorsque vous faites une requête vers une base de données, à supposer que vous avez besoin de tirer toutes les personnes qui ont été vaccinées au Congo à la COVID. On dépasse des millions, hein. Quand vous faites une requête comme ça, le serveur va travailler, le serveur base de données va travailler pour tirer toutes ces personnes-là, hein, pap, il vous recherche les données. Ça va mettre du temps si le serveur n'a pas beaucoup de ressources. Entre-temps, vous voulez encore tirer ces mêmes personnes, ou bien vous avez rafraîchi la page par erreur. Vous voyez le travail que vous donnez encore au serveur, il va encore aller chercher ces données-là. Au lieu que ce soit le cas, les systèmes ont le mécanisme de cache. Ça signifie que, au lieu qu'il refasse encore une requête, non, il va prendre les données qui sont en cache, ça permet d'avoir une bonne performance au niveau du système. Nous avons le queue connection ici. La clé que vous voyez là. C'est une clé à laquelle on associe notre clé qui s'appelle, par exemple, qfail, qfail drive. Si on associe qfail driver avec ça, ça va être database UUIDs. On va le voir après pourquoi. Ça nous permet tout simplement de gérer ce qu'on appelle des requêtes asynchrones. Les requêtes asynchrones, c'est quoi? C'est que, je vous donne un exemple. Vous voulez enregistrer un utilisateur. À l'enregistrement d'un utilisateur, vous voulez envoyer un mail pour dire à l'utilisateur, un compte vient d'être créé, on t'envoie un mot de passe. Mais cette opération doit se faire au clic du bouton. Vous cliquez pas.
il envoie au serveur, il enregistre, mais on a besoin d'avoir une réponse. Est-ce qu'on a enregistré l'utilisateur ou pas? Mais pour ça, on attend qu'il envoie d'abord le mail. Et puis qu'il vient. Oh, envoyer le mail signifie quoi? Ça signifie que les serveurs sur lesquels votre application est stockée doivent devoir se connecter à un autre serveur qui s'appelle le SMTP. Ils peuvent se connecter là. Alors, de dire encore à envoyer une requête. Il doit se connecter par une adresse IP import. Il doit mettre l'utilisateur et les mots de passe du mail. Ces serveurs-là peuvent ne pas répondre. Et tant qu'il n'a pas répondu, toi, tu n'auras pas la réponse là. Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, ça rentre. Tu te dis, mais pour lancer un utilisateur, c'est compliqué comme ça. Parce que quand vous adressez un utilisateur, il envoie un mail, mais c'est l'envoi du mail là qui pose problème. Toi, tu attends jusqu'à ce qu'il a envoyé le mail et qu'il revient. Or, c'est une requête qui te met en pause, qui part d'abord chercher. S'il envoie le mail, il revient. Maintenant, il te dit oui, j'ai enregistré, j'ai aussi envoyé le mail. Maintenant, les requêtes asynchrone vont vous dire ceci. Moi, je veux que tu m'enregistres l'utilisateur, mais toute la partie d'envoi du mail là. Moi, je veux juste que tu m'informes après que tu as envoyé le mail. Mais maintenant, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux que tu me dises si tu as enregistré l'utilisateur. Ah, ok. Ça, on va mettre en place des requêtes asynchrones. Donc, quand tu cliques sur enregistrer, tu auras la réponse utilisateur enregistré avec succès. Maintenant, si le mail n'a pas marché, après, tu verras que, ah, quand il a créé là, le mail n'était pas parti. Mais tu n'es pas obligé de rester là avec une page qui plante, puisque ça va tourner, ça tourne, ça tourne. Voilà. Après, vous avez le Session Driver. Alors, dans beaucoup d'applications, on a toujours la gestion de session, hein. C'est que les gens vont se connecter pour accéder à certaines pages. C'est un peu comme mettre une barrière pour que tout le monde puisse pas accéder. C'est un peu comme au cours ici. Quand tu arrives au portail là-bas, soit tu dis tu es du ministère de la Santé, soit tu es du père, on te fait entrer. Mais si tu es juste toi, on te fait pas entrer. C'est pareil. Nous avons un pilote de session ici. Certaines sessions sont gérées dans des fichiers, certains sont gérés dans le base de données. Or, ici, dans la Ravel, il nous dit tout simplement que la gestion de nos sessions, c'est basé sur un fichier. C'est-à-dire que quand quelqu'un se connecte, il y a un fichier qui se génère automatiquement et c'est ce fichier-là qui enregistre la session. Après, nous avons Session Lifetime. C'est tout simplement pour dire que quand quelqu'un se connecte, même sur votre Google, bon, Google encore, ils ont allongé un peu la durée. Quand quelqu'un à supposer que vous travaillez à la banque, c'est vous qui faites des dépôts, des retraits, bah, tu t'es connecté au compte. Bon, après, tu as entendu là, incendie. Il y a le feu. Quand tu cours là, tu n'as pas fermé ta session. Donc, quelqu'un d'autre, avant de sortir de la banque, que ça boule là, il se met d'abord 1 million dans son compte, il sort. Parce que tu as laissé ton compte ouvert et lui, or, la session lifetime, c'est pour dire que quelle est la durée maximale qu'une session peut rester active sans que tu touches. Moi, je me connecte 1 minute après, dès que j'ai rien fait, je suis déconnecté. Mais ce système me déconnecte. Non, non. On a mis en place un système de sécurité qui permet que quand il détecte qu'il n'y a pas de requête vers le serveur, c'est que c'est mieux de te déconnecter. Vous allez remarquer ça avec les applications de banque. Quand vous vous connectez à votre Internet banking, dès que vous avez fait une opération, et puis vous déconnectez. Pour faire encore une opération, vous devez vous reconnecter. C'est juste pour vous sécuriser. Parce que par erreur, quelqu'un, tu es à la maison, tu es en train de t'amuser à acheter quelque chose en ligne, tu te connectes à ton compte bancaire, bah, quelque chose surgit, et puis toi tu sors, tu laisses ton compte, et puis quelqu'un de malicieux, il va faire ce qu'il veut. Bon, après nous avons Redis, ça c'est tout ça, c'est juste des gestionnaires de cache, hein. Redis, c'est une base de données NoSQL. C'est des bases de données qui ne sont pas, qui n'utilisent pas le langage SQL. C'est des bases de données basées sur des clés des valeurs. C'est comme des collections. Et souvent, c'est utilisé pour la gestion de cache et des tâches asynchrones aussi. Ici, vous voyez, nous avons la configuration d'accéder à un serveur mail. Si par exemple, vous voulez envoyer un mail dans votre application, voilà, on vous demande de faire un mail, vous allez mettre le SMTP, c'est le protocole. Vous mettez les domaines ou l'adresse IP, vous mettez le port, et puis vous mettez l'utilisateur, le mot de passe, vous dites si il est chiffré ou pas, et puis vous mettez mail from, ça dit que ça provient de qui, et le nom c'est quoi. Et voilà. Les restes, c'est des gens ici, ils sont des experts. Il y a des gens qui prennent des abonnements cloud ici, AWS et autres. Si tu veux connecter ton application Laravel sur ton infrastructure AWS pour consommer certains services, ils ont tout prévu pour vous. Vous pouvez
venir là, vous spécifiez vos coordonnées, et puis c'est bon. Vous avez Pusher. Pusher, c'est les serveurs par défaut qu'on utilise pour les sockets en Laravel, mais vous pouvez les changer. Donc, vous pouvez changer pour utiliser autre chose au cas où, par exemple, votre application Laravel, c'est pour gérer les conversations des gens sur les sites. Ça peut être un site pétrolier, les gens s'échangent, ils ont besoin d'être sécurisés, puisqu'il y a des gens aussi qui veulent pas utiliser WhatsApp. Il y a des gens qui ont des informations très confidentielles et ils veulent pas que ça se retrouve sur WhatsApp et autres. Donc, ce qu'ils font, ils construisent eux-mêmes leur système de chat. Et quand vous chattez entre vous, ça passe par la partie back-end qui est Laravel et vous pouvez configurer des pushers pour vous rassurer que les sockets fonctionnent correctement. Ça, vous pouvez comprendre que ça, c'est pour Vue.js, hein, normalement. Vite, app name, tout ça là, c'est lorsque vous voulez que votre application, au cas où vous avez utilisé, euh, il y a des librairies comme en Laravel, euh, j'ai oublié le nom, il y a des librairies qu'on installe pour combiner les Vue.js, les JavaScript, et tout dedans. J'ai oublié le nom, c'est Lara quoi? Euh, euh, ça m'échappe là. Euh, bon, bref, on le verra de toute façon. Donc, c'était une façon de décortiquer ces fichiers-là. Mais ces fichiers-là ne se limitent pas à ça. Vous pouvez aussi créer vos propres constantes ici. Vous les appelez dans le système. Ça va marcher. Voilà. Donc, est-ce que, avec cette explication du fichier et des différentes constantes, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il nous faut pour configurer, par exemple, un accès à la base de données ici dans ces fichiers? Allez-y, madame, on dirait que vous avez une bonne réponse. Vous pouvez dire à haute voix, comme ça tout le monde écoute. Ah, ah. Voilà, voilà. Très bien. Donc, c'était juste une façon de dire que euh, il faut un sandwich de plus, hein. Ok. Donc, à partir d'ici, ah oui, patron, vas-y. Ouais. Hmm, hmm. La version récente, oui, vas-y. Non, c'est pas ça que j'ai dit, tu m'as mal compris. J'ai parlé de la version récente de Laravel. C'est la version 11. Ouais, ouais. Mhm. Ouais. En fait, c'est un problème de pilote. Ça veut dire que tu sais que tu vois SQLite, c'est le pilote SQLite. Il te faut un fichier SQLite. Si c'est MySQL, tu dois avoir MySQL. Lui, c'est le driver, tout simplement. Si par exemple c'est PostgreSQL, tu vas mettre PostgreSQL. Mais il faut te rassurer aussi que tu as toutes les librairies qu'il te faut pour intégrer ça. Tu pourras aussi utiliser la base de données Oracle, par exemple. Tu vas juste mettre là Oracle, mais ça se prend pas automatiquement. Il faut que tu te rassures que tu as les librairies à l'intérieur qui se connectent à Oracle, surtout avec les différentes versions. Oui, parce que c'est des DLL. Pour se connecter à MySQL, il y a des DLL qui sont dans PHP qui te permettent de connecter à, voilà. Ça vient directement, automatiquement dans le boîte. Ok. Alors, c'est bon? Vous soufflez un peu ou ça va? Ouais. Ok. Donc, pour certains, c'est des choses nouvelles. Pour certains, c'est des rappels tout simplement, parce que c'est des choses qui sont déjà couvertes. Très bien. Euh, je dois répondre à un message rapidement.
Ok. Alors, c'est bon, boss? Ah, je vais me laisser seul. Alors, euh, après avoir vu ça, c'est que notre projet est bon maintenant. Alors, comment on fait pour au moins voir ce qu'on a déjà fait là? Ou comment on fait pour voir au moins que bon, c'est bon, la Ravel, tout va bien? Il faut ouvrir un navigateur, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut lancer. Moi, chez moi, j'ai Zamp que j'utilise comme serveur web et qui, par défaut, utilise le port 80. Alors, il y a certaines personnes qui aiment utiliser la ligne de commande de Laravel parce que Laravel en interne a un serveur, on veut un serveur web qu'on lance en faisant PHP Artisan Save. Quand vous faites ça, vous voyez, euh, il démarre ce serveur interne qui est en lui et puis il les démarre sur le port 8000. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous voulez accéder à ça, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur ce lien-là qui pointe sur http 127.0.0.1. En fait, cette adresse IP que vous voyez là, 127.0.0.1, c'est juste une adresse IP qui fait un loop local. C'est l'adresse de la machine qui, par défaut, est reconnue par localhost. Donc, l'hôte local. Vous pouvez remplacer les 127.0.0.1 par localhost. Donc, je vais lancer mon navigateur. Je vais dire localhost qui par défaut fait allusion à 127.0.0.1. Mais c'était sur le port 8000. Donc, je dois faire 2.8000. Voilà. Et quand je lance, voilà, je tombe sur cette page. Cette page est une vue. On va parler de vue. Tout ce que vous voyez sur un écran, c'est une vue. Cette page est une vue. Mais cette vue-là se trouve où? On avait déjà parlé des dossiers de vue. Donc, si on vient ici, Resources, Views, on a une vue qui s'appelle Welcome. Et c'est ici, tout ce que vous voyez là, c'est ça qui s'affiche là. Par exemple, là, on a écrit documentation. Moi, je vais changer ça juste pour se rassurer que c'est ça, c'est ça la vue. Alors, documentation, j'ai la Racast, documentation, voilà. Ici, je vais dire formation de la d'éthique. Voilà. Quand je reviens, j'ai rafraîchi. Voilà, j'ai formation de la d'éthique. Vous voyez que ça se trouve dans le dossier vue. Et dans le dossier vue, c'est là qu'on a trouvé notre welcome.blade.php. Et c'est ça qu'on va modifier pour voir. Alors, certains peuvent préférer travailler comme ça en faisant localhost et puis 8000, c'est bon. Mais certains, s'ils ont un serveur web, puisque il y a toujours une différence de performance entre quand tu as un vrai serveur web et quand tu utilises les serveurs web inclus dans le projet lui-même. C'est là que on passe par notre Apache. Ça signifie quoi? Ça signifie que on pouvait avoir la Ravel installée dans notre machine sans Apache 2. Ça allait marcher. Le plus important, c'est PHP d'abord. Apache 2, c'est juste un serveur web. Vous voyez ma page là? Malheureusement, je suis connecté à une connexion qui est la mienne seulement. Euh, je suis connecté à la salle de réunion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés à la salle de réunion? Voilà. Les gens qui sont connectés à la salle de réunion, je vais vous faire quelque chose. Euh, si j'ai fait le mal maintenant de lancer les serveurs intégrés dans la Ravel, c'est quoi? C'est que ton invité de commande là, tu dois pas le fermer. Tu dois le laisser ouvert. Dès que tu le fermes, il va se fermer. D'où on va devoir lancer notre projet en passant carrément par notre serveur. Moi, chez moi, c'est Zamp. Chez vous, c'est l'Aragon. Et pour ça, vous devez juste savoir votre Zamp là, c'est toujours localhost. Il pointe sur le port 80. Si par défaut le port est 80, vous n'avez pas besoin de préciser 80 parce que le serveur web, le client web utilise par défaut le port 80.
Moi, je vais faire localhost slash. Mon dossier s'appelle formation Laravel. Dans les fichiers, dans les dossiers, htdocs. C'est ça que je vais faire. Formation-Laravel. Quand je fais ça, je tombe sur cette racine de fichiers. Oui. Et ici, pour aller maintenant à la page qu'on a vue là, il faut cliquer sur public. Parce que dans public, il y a un fichier par défaut index et c'est ça qui lance notre application. Et quand j'ai fait ça, public lance notre application. Il est là, elle est là. Et ici, comme voilà, j'avais zoomé, notre application est lancée. Et là, on n'a pas besoin d'avoir la ligne de commande là ouverte. On a besoin de ça parfois pour exécuter certaines choses. Donc, voilà. Mais entre-temps, pour accéder à cette page, c'est comme si on faisait le nom de notre projet et puis on fait juste slash et puis on accède. Ça constitue déjà une route. On a parlé des routes tout à l'heure. Ça, là, ça constitue déjà une route parce que j'accède à une ressource. Et c'est une route de type GET. Parce qu'il faut comprendre que le serveur HTTP, il a des méthodes. Il y a des méthodes POST, des méthodes PUT, GET, DELETE. Mais ça, c'est une méthode GET. Elle part rechercher une ressource sur le serveur, il te donne. Et sa réponse doit être de 200 quand tout va bien. On va couvrir tout ça pendant qu'on travaille ici. Si tout va mal, il va vous renvoyer 500 pour vous dire par exemple qu'il y a une erreur interne dans le serveur. Mais là, si vous voyez la page qui s'affiche correctement, c'est qu'il n'y a pas de problème. La réponse HTTP. Et là, ça vous pousse à faire des recherches sur les serveurs HTTP et les clients HTTP. Parce que le serveur est là, le client est là. Le client envoie une requête, il a besoin de savoir quelle est la réponse. Si la réponse n'est pas 200, ça doit être entre 200 et 201, c'est que ça va. Si les réponses sont dans la catégorie des 5, c'est des erreurs liées au serveur. Si c'est dans la catégorie des 4, c'est des serveurs liés au manque de ressources. Par exemple, le 404, c'est dit que la ressource que vous cherchez ne se retrouve pas sur le serveur. Tout ça là, on va le couvrir. Est-ce que tout le monde a essayé d'avoir cette page-là chez lui? Non, pointe ça sur 8.3. 3. Est-ce que tu as d'abord le projet bien instancié chez toi? Voilà, on pointe sur 8.3. Puisque notre projet tourne déjà sur 8.3. Ouais. Monsieur Gakono, tu peux l'aider, s'il te plaît? Quelqu'un d'autre a une difficulté? On veut tous afficher la page là. Il y a les boss Gakono à côté de toi, il va t'aider. Euh, alors, le plus fort soutient le plus faible. C'est ça qu'on s'était dit.